Adam Bloss presents. Stop, 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 stop. On arrête tout. On va beaucoup trop loin là. Bon, la dernière fois j'étais à une fête de village, hein. Il y avait plein de MILF, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans, et oh ça va, j'ai fait bien pire. Et Honnêtement, les caméras, je pense, doivent pas changer grand chose pour vous. C'est bien que vous jouiez avec, mais il faut que vous jouiez avant tout pour le public. On va vite, on ne prend pas trop de temps parce qu'on... En février 2013, il y a tout juste 10 ans, se produisait un événement majeur pour le YouTube francophone. Aujourd'hui décrié, considéré comme un échec, voire une catastrophe, au moment de sa sortie, il ressemble pourtant à une réussite et représente, selon moi, un tournant majeur pour la plateforme sur les années à venir, le Zapping Amazing 2. Le show avait réussi à réunir, et promis, c'est pas une blague, pas moins de 666 000 téléspectateurs sur W9. Mais pour mieux comprendre les raisons du désamour actuel pour le programme, il faut se remettre dans le contexte de l'époque et faire un petit saut dans le temps. À ce moment-là, pas de Squeezie ni de Lena Situation en tête d'affiche du réseau. Norman, bien avant les accusations et la garde à vue pour viol et corruption de mineurs, était définitivement la star. Ce n'est pas un hasard s'il fut le premier à cette époque à prendre part à un film au cinéma pour un résultat encore plus discutable avec pas très normale activité. Bref, en 2012, le groupe M6 voit le phénomène des influenceurs prendre de l'ampleur et décide donc de le contacter pour lui proposer de monter sur scène. La légende raconte que Norman est lucide et sent qu'il n'est pas prêt et donc refuse. À la place, il propose un spectacle unique et non retransmis réunissant ses potes vidéastes. C'est ainsi que naît le premier Zapping Amazing, avec une date unique au Grand Rex qui affiche complet et qui se compose de Norman, mais aussi de Cyprien ou encore du Palmacho et de la ferme Jérôme. Une suite est donc mise en chantier, coproduite par M6 Événements et NoSide, la boîte de production de Rémi Sello, notamment créateur de la chaîne FNU, qui a interviewé des youtubeurs. Cette fois-ci, le spectacle aura le droit à une tournée dans toute la France et un prime en direct sur W9 pour la dernière date au Grand Rex. Norman est toujours la tête d'affiche, ce qui n'est pas très difficile à remarquer tant il est au centre de tous les posters, mais aussi car l'immense majorité des articles traitant du sujet mettent l'accent uniquement sur lui. On peut aussi noter une mixité toute relative avec quasiment que des hommes hormis Natou et que des blancs hormis Mr V. Pour rappel, à cette époque, le podcast domine clairement YouTube, malgré l'existence de contenus alternatifs, notamment du côté des tutos beauté ou du gaming. Le format est très encadré sur du facecam classique entrecoupé de petites mises en situation qui faisaient 4-5 minutes maximum. La consommation se fait encore principalement sur ordinateur et si jamais vous vous rendez pas encore assez compte d'à quel point cette époque est lointaine, le Harlem Shake était la tendance du moment. Ils en ont même réalisé un durant la tournée. La moyenne d'âge des youtubeurs du Zapping Amazing 2 qui y participent est de seulement 23 ans. Parmi eux, on retrouve donc Jules Fou qui a à peine 100 000 abonnés, Jérôme qui a 300 000 abonnés, Natou qui a seulement 200 000 abonnés à ce moment-là, ou encore Kemar qui a 170 000 abonnés, ce qui est vraiment la honte. Mr V vient à peine d'avoir le bac et de s'installer à Paris, il compte 700 000 abonnés, tout comme Hugo tout seul. Du côté de Cyprien, les chiffres sont plus impressionnants déjà. Il a dépassé le million et tutoie les 2 millions d'abonnés, ce qui est à peu de choses près le même ordre de grandeur que Norman. Ce qui est frappant par contre, c'est évidemment la différence avec les chiffres actuels qui sont quasiment tous multipliés par 10. Et au-delà des chiffres, le système économique de YouTube est assez balbutiement en 2013. Natou annonce dans un article du Monde gagner environ 400 € par mois. Et seul Cyprien, qui tournera une pub pour le CIC, et Norman, qui commence son partenariat avec Crunch, semblent vraiment en vivre confortablement avec ce qui est le début des placements de produits. Et j'insiste vraiment sur la nécessité de remettre en contexte le YouTube francophone de 2013, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. On peut avoir l'impression, parce que la plupart des têtes d'affiche et la plupart des participants du Zapping Amazing 2 sont encore plus ou moins des têtes d'affiche du YouTube francophone actuel, mais dans ce qui est de l'écosystème, du système économique, ça restait encore, et on va en reparler ensuite, quelque chose de niche. En fait, c'était encore un peu un truc de
petits geeks ou alors de jeunes ados. Et quand je dis ça, c'est évidemment pas péjoratif. Et je pense que c'est vraiment nécessaire quand on aborde ce sujet parce qu'on aurait tendance à lui appliquer les enjeux et les codes d'aujourd'hui alors que non. Bon, mais du coup, ça consistait en quoi? Il s'agissait d'un spectacle sur scène qui alterne sketch où tous les youtubeurs ou presque sont réunis, passage de stand-up en mode one-man show de chaque vidéaste, indépendamment, suivi d'une vidéo inédite diffusée sur grand écran. Le show s'ouvre sur Norman, ce qui vient renforcer son caractère central que j'avais mentionné plus tôt. Ensuite, dans l'ordre, on a Hugo, Mister V, Jérôme, Cyprien, de nouveau Norman, Kemar et Natou en quasi duo, puis Jules Fou. A noter qu'hormis les principaux youtubeurs, le spectacle du Grand Rex a pu bénéficier de caméos de stars d'internet comme le Palma Show qui a reçu une standing ovation de 2 minutes, Maxime Muscat, Baptiste de 10 minutes à perdre ou encore David Mourier et Poulpe. On assiste alors vraiment à l'un des crossovers digitaux les plus ambitieux, après 5 étoiles et avant ce que le Studio Bagel ou Golden Moustache ont pu proposer. Et pour ne pas être trop négatif, je vais commencer par ce qui est réussi. Déjà, le spectacle dure plus de 2 heures en tout, ce qui est assez honnête. Certes, ils sont beaucoup et les vidéos viennent un peu gonfler cette durée, mais ça reste très satisfaisant. Aussi, et contrairement à ce à quoi je m'attendais, certaines vidéos ont pas trop mal vieilli. Surtout celle de Jules Fou, dont le sketch final a quand même donné vie à une BD l'année dernière, ou encore celle de Jérôme. Rien de transcendant ou révolutionnaire, mais je me suis surpris à sourire 2-3 fois. Si, il se passe un truc quand tu te retrouves avec quelqu'un dans un ascenseur. Un truc. Ça s'est rafraîchi en ce moment le temps, hein, c'est... Ouais, il fait pas chaud. On sent bien le vent du Nord hein, quand même, hein, c'est... Ouais. Bon, c'est pas la tramontane, mais... La région PACA connaîtra quelques perturbations. Quant à la région Rhône-Alpes, une formidable éclaircie. Batman, je veux bien qu'il soit hyper riche et qu'il puisse se faire construire un genre de forteresse dans sa cave. Mais il n'a pas fait ça tout seul. Il n'y a pas un ouvrier qui s'est posé des questions. En ce moment, je construis une plateforme géante et une porte blindée derrière une cascade. Ça prend du temps, mais c'est joli. Aussi, on semble voir une véritable volonté de prendre en compte la présence du public et de profiter des opportunités offertes par une représentation scénique avec des interactions. C'est pas toujours très bien exécuté, mais on peut saluer l'effort. De même que les spectateurs, très bon public qui donne un peu d'ambiance au tout. Bon, maintenant que ça c'est dit, il faut passer au négatif et admettre que pour ce qui est du reste, difficile d'être aussi clément. Déjà, le spectacle s'ouvre sur un message prévenant de sa nullité. L'intention est louable, mais difficilement acceptable quand on sait qu'il s'agit d'une représentation diffusée en prime à la télévision et dont le prix du ticket valait une 30aine d'euros. Le public qui apparaît à l'image est très jeune, voire enfantin, ce qui explique les réactions assez correctes, malgré, il faut le dire, un humour très très limité. On a le droit aux blagues de paix et un surjeu constant qui n'est pas là pour ajouter une touche humoristique, mais bien pour combler des manques de capacité à jouer la comédie. Sur les sketchs collectifs, on a donc l'impression d'assister à un spectacle de fin de semaine d'un camping. Les décors sont inexistants, et c'est bien dommage, même si je comprends avec la tournée ça ne devait pas être simple, de même pour les costumes. Pour ce qui est de la mise en scène aussi, il n'y a pas vraiment d'idée. Ouh, j'aime bien tes tennis. Passe-moi tes tennis. Mais c'est du racket de tennis? Bonne blague, n'est-ce pas? Excellente! Tous les soirs au Jamel Comedy Club. Oh, ma reine, regardez, oui, je l'aperçois, oui, de mes yeux vus, le prisonnier Jérôme. Pourquoi je parle comme ça, moi? Difficile de leur en vouloir quand on voit l'équipe réduite, on se dit que le budget était peut-être limité et compliqué de faire une véritable marge sur si peu de représentation. Mais bon, le pire reste étonnamment et sûrement les passages de stand-up. Les blagues tombent souvent à plat ou à côté, y compris pour Mister V et Hugo qui pourtant s'intéressaient à ce domaine, et Norman qui en fera son activité principale pendant un temps. Leurs allers-retours pour occuper la scène trahissent leur stress et rendent difficile à suivre les passages. Sachant que toutes ces remarques font évidemment abstraction des blagues qui ont mal vieilli, voire très mal vieilli en ce qui concerne la vedette du show. Ouais, je vais construire des puits. Pour y jeter toutes les femmes que j'ai violées. Bon, la dernière fois j'étais à une fête de village, hein. Il y avait plein de milfs, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans, et oh ça va, j'ai fait bien pire. Et non, moi ce qui m'a plu chez toi, c'est l'intérieur, hein. C'est le fait que tu sois désespéré. Le fait que tu sois au bord du suicide. Ça m'a fait kiffer.
Le Zapping Amazing 2 est assez difficile à regarder pour être honnête. Sur les 2 heures, les rires sont rares et les moments de gêne sont malheureusement beaucoup plus nombreux. Dans les commentaires des rediffusions sur YouTube, les gens ne s'y trompent pas, ils se moquent ouvertement du show et pareil sur Twitter. La 3e édition, à moitié teasée chez Guillaume Play sur Énergie, oui, toute une époque, ne verra jamais le jour. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais présent au Zapping Amazing 2, ce soir-là, dans cette salle, au moment de la diffusion sur W9, je faisais partie des spectateurs qui étaient au Grand Rex, j'avais donc 11 ans, et j'avais trouvé ça plutôt cool, à mon souvenir. Alors encore une fois, j'avais 11 ans, mais j'avais trouvé ça sympa, j'avais pas trouvé ça extraordinaire, mais j'avais trouvé ça plutôt sympa, et j'étais surtout tellement content de pouvoir voir en vrai ces personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ceux qui l'avaient vu à l'époque, ce que vous en avez pensé, ou même ce que vous pensiez plus généralement du YouTube en 2013. Est-ce que vous regardiez YouTube en 2013? Quand j'ai posé la question sur Twitter, vous étiez beaucoup à me dire que oui, mais je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont découvert YouTube un peu plus tard. Donc quelle vision vous avez du YouTube d'avant pour ceux qui ont découvert la plateforme un peu après? Et si je dis ça, c'est aussi pour remettre un peu en perspective en se disant que oui, aujourd'hui, on peut clairement le considérer comme un échec ou un projet honteux, parce que quand on voit le résultat, franchement, ça fait un peu de peine, mais sur le moment, auprès de son public cible, ça a plutôt rencontré le succès. Aujourd'hui, le projet semble même avoir été en partie oublié par une part importante du public, tout comme par une part des youtubeurs. Mais vous imaginez bien que si je vous en parle, c'est pas uniquement pour expliquer le contexte de YouTube en 2013 ou compter les bons et les mauvais points de l'événement. En effet, je pense que le Zapping Amazing représente un tournant que YouTube a connu de 2012 à 2015, que je considère comme central. Déjà, dans la représentation qu'on se fait des youtubeurs. Parmi les éléments clés qu'on rattachait aux youtubeurs en 2012, il y en avait un qui paraissait peut-être innocent, mais qui était loin de l'être pour moi: la chambre. Combien de fois on a entendu ou lu un journaliste expliquer que les vidéastes étaient des jeunes qui se filmaient avec leur webcam dans leur chambre? La chambre des créateurs faisait alors partie de l'ensemble des signes qui constituaient l'image qu'on s'en faisait. Pour preuve, lors des passages de stand-up sur scène, le fond du décor de chaque youtubeur était représenté en dessin par Cyprien, comme pour recréer cet environnement. Cette importance, prise par la pièce de repos, peut être perçue par l'impression de proximité qu'elle va créer. Contrairement au salon, c'est une salle dans laquelle on passe rarement du temps avec d'autres personnes qui ne seraient pas proches de nous. Le youtubeur, en se filmant dans sa chambre, nous invite donc directement chez lui, dans son espace intime. De plus, la chambre est particulièrement liée à la jeunesse. En effet, il s'agit du premier lieu dont l'adolescent peut vraiment s'emparer, où il pourra vivre à l'écart de ses parents. Il représente aussi la sortie de l'enfance. Dans son livre La culture de la chambre, le chercheur Hervé Glevarec revient sur son importance. Il souligne qu'elle est un trait de l'autonomisation des enfants, à tout le moins de sa revendication, qui semble à la fois plus précoce et permise par les nouvelles technologies. Donc, à ce moment précis, dans les symboles qui composent le discours qui l'entoure, le youtubeur est indissociable de la webcam et de la chambre. Pourtant, y regarder de plus près, on remarque qu'on a quand même le plus souvent affaire à un salon. Bref, le Zapping Amazing va permettre d'imposer un retournement de la situation avec la mise en scène de la sortie de la chambre. Il y a donc une destruction de ce code normatif qu'on retrouvera ensuite dans la collaboration entre Norman et Crunch, qui en faisait même son slogan. De nos jours, la chambre a quasiment disparu de l'imaginaire lié aux créateurs de la plateforme, et je pense que le Zapping Amazing y a contribué. Ensuite, le spectacle a permis aux vidéastes de réellement s'imposer dans l'espace médiatique mainstream. Hormis quelques reportages télé, les journalistes des médias traditionnels étaient restés assez éloignés du phénomène. La tournée, qui a affiché complet en un temps record, ainsi que l'audience très encourageante sur W9, a assis la légitimité des youtubeurs auprès de professionnels qui doutaient de leur véritable influence. D'ailleurs, dans les articles à propos de l'event, les échecs de Jules Fou dans le monde du cinéma ou la chronique sur Énergie 12 de Cyprien prenaient autant de place que leur réussite sur YouTube, car c'était un point d'évaluation accepté par les journalistes. C'était important pour moi de revenir sur le Zapping Amazing, parce qu'il fait partie d'un tournant qu'a connu la plateforme et les créateurs de la plateforme particulièrement entre 2012 et 2015, et c'est un tournant dont il n'a pas été le seul acteur. Studio Bagel, Get Beauty ou même la Video City Paris, qui serait d'ailleurs
peut-être des sujets intéressants de vidéos. En vrai, dites-moi si ça vous intéresse, qu'on revienne sur ces sujets et qu'on explique aussi, pareil, comment les youtubeurs ont évolué et comment ces événements ou ces sujets ont participé à l'évolution des youtubeurs. Je vous dirais pas que sans le Zapping Amazing 2 ou même le Zapping Amazing tout court, YouTube ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, mais je pense sincèrement que les créateurs auraient eu plus de mal à asseoir leur légitimité. Et peut-être que Squeezie pourrait pas produire les grosses vidéos produites qu'il fait aujourd'hui et aurait pas pu produire le GP Explorer, et McFly et Carlito auraient pas pu faire leur spectacle Roméo et Juliette, pareil avec Cyprien et Squeezie, s'il n'y avait pas eu le Zapping Amazing. Il y avait donc une forme de nécessité de faire ses preuves en dehors de YouTube et c'était chose faite. La présence de chansons, de sketchs et de passages de stand-up sur scène permettait aussi d'apercevoir les prémices de l'extension des prérogatives des créateurs qui ont ensuite pu se lancer au cinéma, à la télé, sur scène ou dans les bacs. En ce sens, et en dépit de sa qualité discutable, je continue de considérer que le Zapping Amazing était essentiel, voire nécessaire au bon développement des youtubeurs sur et en dehors de YouTube. Et ce, même si les choses ont bien changé depuis. La chambre a, comme je l'ai dit, quasiment disparu, de même que pour le pur facecam, qui est aujourd'hui plutôt remplacé par une posture quasiment de présentateur, moins dans la confidence, pour ce qui est des vidéos mainstream. Les vidéos sont en général beaucoup moins écrites et laissent plus de place à l'improvisation et à la personnalité du youtubeur. La durée de ces dernières a également été multipliée par 10, passant de 5 minutes à parfois 1 heure pour Squeezie par exemple. De même, le noyau qui composait les têtes d'affiche du game a complètement explosé, même s'il a pu se reconstituer dans un premier temps autour de McFly et Carlito, puis autour de Squeezie, voire Lena aujourd'hui. Mais ce que je trouve frappant en 2023 par rapport à 2013, c'est justement l'émancipation vis-à-vis des médias traditionnels de la part des créateurs. Les youtubeurs n'ont plus besoin d'approbation de la part de la télé, de la radio ou des journaux. Et je pense que c'est notamment car ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'y connaître le succès avec le Zapping Amazing, mais pas que. Dans un article sur le sujet en 2004, Graham Turner expliquait que les kidams qui connaissaient la célébrité, notamment ensuite à la télévision, ne représentaient pas une démocratisation de l'espace médiatique, mais au contraire une récupération et une appropriation par les médias en place. Dans leur ouvrage YouTube Online Video Participatory Culture, Jean Borges et Joshua Green appliquent cette analyse au système des youtubeurs, dénonçant, comme on l'avait vu ici, le mythe d'accès à la célébrité à n'importe qui dans sa chambre. Car à la fin, ces derniers finissaient toujours par se recycler à la télévision ou au cinéma, un peu à la manière d'un Max Boublil ou du Palma Show, les premières vedettes d'internet. En 2023, ce n'est plus le cas. YouTuber est devenu une fin en soi. YouTube est devenu un média mainstream et reconnu. Et je pense que cela n'aurait pas pu se faire sans cette démonstration de force dès les années 2010. Une manière de clore ce faux débat. Ce show, il met bien en lumière l'évolution de YouTube qui était avant tout un incubateur de talents qui fournissait ensuite les médias traditionnels, la télévision, le cinéma, voire même la radio ou le stand-up, en simplement une plateforme autosuffisante. Et ça peut paraître complètement contradictoire parce que là on a affaire à un spectacle avec du stand-up, de la musique, et donc on pourrait se dire non, c'est la preuve que justement ils étaient encore dans cette dynamique. Oui, mais les vidéos ont une place centrale et les youtubeurs ne cessent de rappeler d'où ils viennent et quels sont les codes de leurs vidéos. Je pense notamment aux sketchs, les youtubeurs au Moyen-Âge qui reprennent tous les codes de YouTube à l'époque, qui sont vraiment des private jokes pour les utilisateurs de YouTube. Et ce qui aurait été sûrement impensable 3-4 années en arrière, si on n'est pas encore à Lena Situation qui arrête pas de répéter en interview que quoi qu'il arrive dans sa vie, elle continuera à faire des vidéos, même si elle a des projets avec Dior, Adidas ou je sais pas quoi, on est quand même sur un début d'affirmation de YouTube comme un média majeur. Une affirmation qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Pour conclure, le Zapping Amazing 2 apparaît comme l'un des derniers vestiges de la culture homemade des têtes d'affiche de YouTube. À une époque où les moyens engendrés étaient encore disproportionnellement bas par rapport à leur succès. Aujourd'hui, le spectacle est inacceptable et risible, mais dans le contexte de l'époque, avec la moitié des participants qui peinaient à en vivre correctement, il est difficile de vouloir s'acharner dessus. Alors, malgré sa piètre qualité, il a participé à un tournant, plus large que lui, de l'écosystème des vidéos sur internet en France, à la jonction entre la webcam dans la chambre et le GP Explorer de Squeezie ou encore l'expédition Everest d'Inoxtag. Je le trouve intéressant aussi, car il met à mal l'idée facile du « c'était mieux avant ».
et permet de remettre en perspective le chemin parcouru depuis 10 ans par la création web. Il est toujours pertinent de s'appuyer sur des exemples actuels pour en juger, mais l'analyse d'anciennes vidéos ou d'événements dans le genre permettent selon moi d'en apercevoir encore mieux les évolutions. Le Zapping Amazing 2 est donc sûrement le projet oublié, maudit, voire honteux, le plus essentiel à ce qu'est YouTube aujourd'hui. Et ne serait-ce que pour ça, il mérite selon moi que l'on s'en souvienne. Pourquoi a-t-on peur des monstres quand on est enfant? Que signifie même l'angoisse et la terreur dans notre société moderne? C'est ce qu'on verra dimanche prochain, 15h, dans une analyse du film culte Monstres et compagnie. Abonnez-vous pour ne pas la louper. If you enjoyed this video, you might like this one about the best and the worst of 2022. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. Trust me. See you next Sunday.